Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans le studio des experts. Alors pendant près d'une heure, on va passer l'actualité de la semaine en revue. Alors aujourd'hui, on va parler évidemment de Covid, on va parler de centres de vaccination, on va parler des difficultés des commerces, on va parler des sans-papiers qui voudraient être régularisés et on va également parler de travaux, notamment la nouvelle station de Brouckère. Et pour tout ça, et en respectant strictement les mesures sanitaires, nous avons deux experts de qualité qui vont soumettre à la question deux chefs de groupe au Parlement bruxellois. Mais ces experts sont Vanessa Lhuillier, qui est journaliste à BX1, bonjour. Bonjour. Et Yvan Vandenberg, qui est blogueur Bruxelles Future, qu'on a l'habitude de voir ici. Bienvenue Yvan. Bonjour. Alors que la politique de la santé du gouvernement et particulièrement celle du ministre Marron ont été pointées jeudi en commission Covid, le premier centre de vaccination a ouvert mardi à Pacheco. Suivront le centre du Heysel, celui de Molenbeek qui est déjà prêt. On va faire le point sur les centres de vaccination avec Jean-Christophe Pezès et Paolo Kuhn. Dès qu'on aura les vaccins, les infirmiers travailleront à préparer les vaccins. Donc il y aura un infirmier en charge de la préparation des vaccins. Le centre de vaccination de Molenbeek est fin prêt. En 2 semaines, cet ancien lieu de stockage du CPAS a été entièrement transformé et mis aux normes. De quoi permettre de vacciner jusqu'à 900 personnes par jour. La COCOM nous demande aujourd'hui d'être prêt à vacciner dès le 15. J'espère qu'effectivement, dès le 15, nous pourrons avoir les vaccins et commencer la vaccination ici pour le nord-ouest de Bruxelles. Mais difficile de répondre à cette question à l'heure qu'il est. L'ouverture des centres dépendra de l'arrivée des vaccins. Le Heysel est prévu pour le 15 février et alors Schaerbeek, Molenbeek et Forêt vont aussi ouvrir encore le mois de février normalement au début mars. Le dispositif doit en effet être constamment adapté. Ainsi, la décision de ne pas vacciner les plus de 55 ans avec le vaccin d'AstraZeneca va entraîner une reprogrammation de la vaccination. Actuellement, dans le seul centre ouvert à Bruxelles, c'est la phase 1A qui est en cours. Elle concerne le personnel de soins de première ligne, les médecins généralistes par exemple, mais aussi les kinés, les infirmiers à domicile. Un programme que la région va tenter de respecter autant que possible. Avec l'AstraZeneca, on peut très bien voir dans la catégorie de la phase 1A quelles sont les personnes en dessous de 55 ans qu'on peut quand même vacciner avec ce vaccin d'AstraZeneca. Évidemment, ça change un peu parce qu'il faut adapter le lieu de vaccination, les personnes qui ont été, etc., etc. Mais on essaie quand même de rester au maximum dans la stratégie de vaccination. S'il le faut, d'autres groupes cibles pourraient donc être vaccinés plus tôt, mais l'accord sur ce sujet doit encore être finalisé. Donc une nouvelle phase de vaccination, c'est parti, mais on se pose toujours les mêmes questions. Est-ce qu'on aura assez de vaccins? Est-ce qu'on ira assez vite? Votre analyse, Vanessa? L'analyse, je crois qu'elle est surtout entre les mains des laboratoires. C'est un peu ça le problème. Là, pour l'instant, au moins, on ne peut pas rejeter la faute sur les politiques, en tout cas à l'heure actuelle. Il faut d'abord, peut-être sur l'Union européenne, mais il faut d'abord voir si ces vaccins arrivent. Et puis pour le reste, on est en train de préparer ces différents centres de vaccination. Alors c'est sûr que le fait de ne pas pouvoir administrer le vaccin d'AstraZeneca aux plus de 55 ans, ça entraîne de facto un changement dans la stratégie de vaccination. Qui on va vacciner finalement avec ce vaccin? Qui va vouloir aussi être vacciné avec ce vaccin? Ça, c'est une autre question. Et ça met combien de temps pour faire un centre de vaccination? Alors, d'après, tout dépend. En fait, il faut d'abord le trouver l'endroit, c'est pas forcément évident. On en cherche encore 2 à Bruxelles. Les communes du Nord aussi ont demandé un nouveau centre de vaccination, enfin du Nord-Ouest. Et après, il faut mettre l'endroit aux normes. Donc, ça peut prendre 1 mois et demi. Donc, c'est pas si immédiat que ça. C'est pas si immédiat que ça. Il faut faire des appels d'offres aussi. Ce sont les communes qui s'occupent de la mise en place, même si c'est la COCOM qui paye. Alors, Yvan Vandenberg, de votre côté? Mais moi, je voudrais dire quelque chose d'abord sur le vaccin qui est, pour nous, il est gratuit. Ça veut dire en réalité, il est payant, mais c'est l'État qui paye à notre place. Je crois que ce serait bien que ce vaccin tombe dans le domaine public et que tous les autres pays, où il n'y aura pas un État pour payer, puissent aussi en profiter. Ça nous semble quand même important. Et une deuxième chose, on parle beaucoup du vaccin et c'est fort bien. Mais rappelez-vous, pour le sida, par exemple, pour l'hépatite C, on n'a toujours pas trouvé de vaccin, mais on a de très bons traitements. On ne meurt plus du sida et de l'hépatite C. Et donc, je voulais dire juste 2 mots sur où en est-on avec la recherche d'un traitement qui changerait la donne. Et le docteur Alain Maskens a fait un recensement de ce qui est en cours. Et aujourd'hui même, on a découvert que
une composante du raisin du vin rouge pourrait bloquer un enzyme clé qui permettrait au virus de ne pas s'accrocher. Bon, c'est in vitro. Mais donc je pense qu'il faudrait aussi accélérer le mouvement par rapport à la recherche d'un traitement. Je crois que le lobby du vin rouge est d'accord. Et on va voir ce qu'en pensent nos invités politiques. Alors aujourd'hui, nous avons deux invités politiques comme d'habitude. Nous avons tout d'abord Bianca Debatz, qui est chef de groupe du CDNV au Parlement bruxellois. Elle est là à distance, en quarantaine et en visioconférence. Bonjour Madame Debatz. Et nous avons à ses côtés John Pitzeys, qui est chef de groupe écolo au Parlement bruxellois. Quand je dis à ses côtés virtuellement, mais en tout cas, ici en studio, vous êtes nos deux invités. Bonjour. Et je vais peut-être commencer par vous, John Pitzeys. Quelle est votre analyse de cette vaccination bruxelloise? Est-ce que tout se passe bien selon les plans du ministre de la Santé? Tout se passe bien selon les plans du ministre de la Santé, à supposer que le plan général, le grand plan, se passe bien. Ce qu'on voit depuis quelques jours, c'est que les firmes qui sont censées donner les vaccins ne sont pas en mesure soit de donner le nombre de vaccins qu'elles voulaient donner, soit ne sont pas certaines du degré de disponibilité de ces vaccins, soit ne sont pas certaines des effets de ces vaccins sur différents groupes de la population. Et donc, il s'agit de s'adapter en conséquence. Donc, il s'agit de préparer les choses pour que lorsque les vaccins viennent, tous soient prêts, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. On va demander à Bianca Debatz si elle estime, comme vous, que ça se passe plutôt bien à Bruxelles, mais qu'il y a quand même des problèmes que vous reconnaissez. Bianca Debatz, de votre côté, comment vous analysez ce plan vaccin ? Peut-être, bonjour, préalablement deux choses. Je voudrais préciser que je ne porte pas le masque comme je suis seule chez moi. Et deuxièmement, dire quand même que je suis contente de pouvoir faire cette émission, ce débat avec John Pitzeys comme collègue. C'est un collègue, même si on n'est pas du même parti, que j'apprécie beaucoup parce que je trouve qu'il connaît bien ces dossiers aussi au niveau humain. Je le trouve très chaleureux. Maintenant, pour en venir à votre question, je trouve effectivement qu'il y a des choses qui pourraient aller mieux. Je suis bien sûr contente que nous allions avoir 2 centres de vaccination, dont le centre Pacheco qui a été inauguré cette semaine, aussi le centre Ezel, le plus grand centre du pays, très positif. Par contre, on peut regretter que par rapport à la répartition géographique, ça a l'air quand même avoir des failles. Par exemple, dans le sud, à Uccle, on cherche toujours un centre. Et je pense plus problématique, c'est que dans le nord-est, il n'y a pas de centre. Et je regrette que le ministre Marron et la ministre Van den Brandt, puisqu'ils sont deux, qui n'ont pas, saisi la perche que les bourgmestres avaient lancée, notamment d'installer aussi un centre de vaccination à la basilique. Parce que je pense qu'il faut faire ça le plus près des gens. Il ne faut surtout pas qu'il y ait des barrières parce qu'à ce moment-là, les gens ne vont pas assez se faire vacciner. On va demander à John Pitzeys de réagir à ça. Évidemment, quand on est en visio, c'est plus difficile d'interrompre. Oui. Donc je vous demanderai bien tous les deux d'être concis le plus possible dans vos réponses pour qu'on garde notre dynamique d'émission. Alors John Pitzeys, d'abord, une réponse à Bianca Debatz qui vous lançait des fleurs. Vous lui lancez des fleurs aussi? Oui, mais je lui ai lancé quelques fleurs dans le studio juste avant de rentrer. En fait, elle ne les a pas entendues. Mais oui, elle ne les a pas entendues. Mais je vous disais à vous-même, mais c'est une bonne chose de pouvoir dialoguer avec Bianca Debatz. Et je crois que je disais à son propos ce qu'elle a eu la gentillesse de dire après les fleurs, le pot. Mais pas de pot. On a 19 communes. Il y a 10 centres, de vaccination. C'est vraiment très compliqué de quadriller l'entièreté d'un territoire. Je trouve que c'est déjà pas mal qu'on ait une dizaine de centres. Là, on voyait un reportage avec la bourgmestre de Molenbeek qui expliquait comment le centre de vaccination à Molenbeek allait être mis sur pied. En l'occurrence, là, on est dans le nord-ouest de Bruxelles. Donc, je ne sais pas très bien si Bianca Debatz parlait du nord-est ou du nord-ouest. Elle parlait du nord-est. En l'occurrence, alors ici, donc le nord-est. Moi, je pense, donc il y a des centres qui vont être ouverts déjà dans le nord-nord-est, par exemple au Poséidon, à Woluwe-Saint-Lambert,
Alors, est-ce que c'est dans le centre-est ou dans plutôt le l'est, nord-est, hein. etc. Mais donc, est-ce qu'il manque pour vous des centres aujourd'hui? Est-ce qu'il manque un centre dans le sud de Bruxelles? Est-ce qu'il manque un centre dans le nord? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il ne manque pas de centre, ne fût-ce que pour une triste raison, c'est que pour l'instant, on n'y a pas assez de vaccins. Ouais. Et vous, Vanessa? Par rapport à la répartition géographique, si j'ai bien compris, donc en tout cas, il y a une demande, comme je disais tout à l'heure, de la part des communes de Kuckelberg, Jette, je pense aussi, d'avoir un centre par là. Et au niveau du sud, donc pour l'instant, il y aurait un centre à la limite entre Oderghem et Boisfort, et on en cherche 2 à Uccle. Donc on pourrait monter à 12 centres. Après, tout est une question de logistique, évidemment, mais c'est ça. Et surtout, tous les Bruxellois pourraient aller se vacciner dans le centre de leur choix. Donc ça ne serait pas forcément par rapport au domicile, mais ça serait aussi par rapport à son lieu de travail éventuellement ou au lieu de l'école. Donc après, au niveau de la répartition géographique, on peut estimer que le territoire est à peu près couvert. Bianca Debat, une réplique par rapport à ça? Tout à fait, mais je plaide, comme tous les bourgmestres que vous avez cités, Jette, Kuckelberg et autres, effectivement d'installer aussi un centre dans cette région-là, parce que je crois que la proximité est vraiment très importante. Quand je vois que dans les maisons de repos, 60% du personnel ne veut pas se faire vacciner, je trouve ça inquiétant, parce que nous savons, c'est les experts qui le disent, qu'il faut que 70% au moins de la population soit vaccinée pour avoir une immunité collective. Il y a énormément de fake news qui circulent, donc je pense que proximité c'est important, et 2, c'est aussi campagne de sensibilisation, parce qu'il faut absolument que les gens se font vacciner. C'est vrai qu'on était assez surpris, John Pitzees, de voir le personnel des maisons de repos qui répondait si peu au vaccin, alors que les résidents des maisons de repos se faisaient vacciner avec grand plaisir. Et on se rend compte que les vaccins de la grippe, par exemple, sont très très peu administrés aujourd'hui dans les maisons de repos. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes par rapport au vaccin à ces endroits? Oui, mais donc il y a, je ne vais pas dire une réticence généralisée, mais une réticence au sein d'une partie appréciable de la population par rapport à ce que les vaccins font et ce que les vaccins sont. Et d'où les vaccins viennent. Alors on dit les vaccins, c'est le Big Pharma. Les vaccins, on ne maîtrise pas tout ce qu'ils font. Les vaccins, il peut y avoir des mutations. Et donc il y a pas mal de discours comme ça qui se rassemblent, qui se superposent les uns les autres, qui mêlent des scénarios de films d'horreur à des scénarios de films un peu complotistes ou de thrillers politiques. Et les gens se disent « mais moi je ne vais pas être dupe ». Et s'il faut bien mourir de quelque chose, alors autant que ce soit le Covid. Mais le problème, c'est que le Covid, il ne frappe pas seulement les personnes qui sont méfiantes par rapport au vaccin, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Moi, je crois que ce sont des mauvaises raisons. Mais elle frappe un grand nombre de personnes. Et en l'occurrence, vous parlez des maisons de repos, elle frappe bien entendu surtout des personnes âgées et les personnes qui soignent ces personnes âgées. Alors, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez tous les deux chefs de groupe. John Pitzees, il y a 15 députés dans le groupe écolo. Bianca Debat, elle est chef de groupe, mais elle est toute seule, elle est une députée. Mais j'ai quand même regardé tous les chiffres, j'ai été voir, elle est très active, Bianca Debat. Alors, je voulais savoir, en fait, je voudrais vous poser la question, comment vous faites pour être aussi actif, vous posez autant de questions et des interpellations. J'ai calculé, vous arrivez à 1,3 interpellations, questions par jour depuis le début, tandis que Écolo est à 0,9 pour tout son groupe. Si je compare, toutes choses étant égales, avec le Vlaams Belang, qui a aussi un seul député, lui, il fait 2 questions et demie par mois. Donc, Madame Debat, comment faites-vous pour avoir une telle activité au sein du Parlement? J'ai bien peur que je n'ai pas compris l'entièreté de la question, parce que mon ordinateur bloque. J'ai juste entendu la dernière phrase. Comment je fais pour avoir une telle activité? Oui. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. J'ai fait les comptes. Vous arrivez à 1,3 questions ou interpellations par jour depuis le début de la session parlementaire. Tout à fait. Mais écoutez, j'ai toujours été passionnée par la politique. Ça, je pense que je ne dois pas convaincre personne. J'adore mon métier et donc, pour moi, le travail parlementaire, je ne le vois pas vraiment comme un travail, mais comme une passion. Deuxièmement, c'est bien sûr pas uniquement moi qui travaille, j'ai aussi derrière moi une équipe et un parti aussi qui m'alimente. J'ai de très bonnes relations avec les collègues dans les autres niveaux de pouvoir, que ce soit au fédéral, en Flandre, qu'avec mon parti.
rue de la Loi. Et donc tout ça fait qu'effectivement, je travaille beaucoup et je vais être au service des Bruxellois. C'est un peu ça la réponse que je peux vous donner. John Pitzes? Oui, alors, Bianca Dabas travaille beaucoup et la qualité de son travail importe aussi. Mais pour ce qui me concerne au sein du groupe, j'ai souvent, au début d'une législature ou à la fin d'une législature, il y a des journaux qui sont tentés de faire des hit-parades des questions. Alors, quels sont les groupes qui ont posé le plus de questions? Et il y a même des députés qui, pour ne rien cacher, s'amusent, parce que ça devient de l'amusement, à déposer le plus de questions écrites possible, histoire que le lot de questions soit le plus important possible. Moi, en début de législature, j'ai dit à mon groupe, écoutez les amis, on ne va pas jouer au hit-parade. On pose une question si on estime qu'une question doit être posée. Il y a déjà beaucoup de questions qui sont posées, c'est le contenu qui importe, c'est la préparation de la question qui importe et le suivi qui importe. Et puis vous êtes dans la majorité, peut-être que d'office on pose moins de questions que quand on est dans l'opposition. Je trouve qu'il y a deux arguments qui plaident pour les questions pour Bianca Dabas. C'est d'abord, elle est dans l'opposition, donc elle doit être sans doute plus présente dans les questions à poser au ministre. Et puis deuxièmement, vous avez été ministre, Bianca Dabas, donc vous avez encore une équipe autour de vous, pendant quelques temps, quelques mois encore, je crois, qui peut vous aider à poser toutes ces questions. Donc vous avez une force aussi importante intellectuellement. Je vous laisse répliquer. Ça joue, mais en même temps, je ne suis pas privilégiée par rapport aux autres groupes, puisque comme je suis seule, quand je compare aux d'autres groupes qui ont voire 6, 7, 8, 10 députés, ils ont bien sûr un nombre d'assistants beaucoup plus large. Mais ce n'est pas ça la question. D'ailleurs, je trouve que John a raison. Poser des questions, juste pour poser des questions, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous pouvez vérifier, je ne poserai jamais des questions que je trouve moi-même ridicules, genre des questions que moi je recevais quand j'étais ministre, à savoir combien de déplacements j'avais fait, combien de voitures, compter le cabinet. Ça, c'est des questions, des petits jeux politiques. Je ne fais pas. Je pense que mes questions sont pertinentes, mais comme je dis, j'aime mon métier et je compte aussi dans le futur m'investir beaucoup. Mais je ne voulais pas vous embêter tous les deux, parce que je trouve que vous posez des questions de qualité dans le cas des deux groupes. Et c'est vrai qu'il y avait des spécialistes, notamment la législature passée, qui posaient une question par rue, quand ça concernait toutes les rues d'une commune, par exemple. Donc ça, c'était complètement triché sur le nombre de questions. Alors, revenons-en aux effets de la crise Covid. On n'arrête pas d'en parler. Cette semaine, les travailleurs ont réclamé de meilleures indemnités pour leurs frais de télétravail. Bruxelles a publié une étude démontrant la difficulté des commerçants du centre-ville. Peu d'aide et peu de clients. Exemple avec cette jeune restauratrice rencontrée par vous-même, Vanessa Lhuillier et Quentin Rossels. Ce matin, cette restauratrice a ouvert sa chambre froide pour jeter des aliments congelés qui se périmaient. Jamais elle n'aurait pensé devoir rester sans travailler aussi longtemps. En janvier, elle reprend cet établissement et depuis, elle n'a pu ouvrir que 2 mois. Sa situation financière devient critique malgré les aides familiales. Je me sens dépourvue face à la situation. On a un peu le couperet autour de la gorge et on a l'impression que toutes les mesures qui sont proposées sont des mesures qui sont faites pour postposer le problème, le reculer, mais on n'a pas de solution concrète face au gouffre financier dans lequel on se trouve. Avec 8 000 € de frais fixes, impossible de s'en sortir. Péniblement, la société paye ses fournisseurs et son loyer, mais elle craint de recevoir un courrier de l'État la mettant en faillite. Avant d'en arriver là, des structures existent. C'est d'abord d'anticiper. Deuxièmement, de faire appel aux experts du chiffre et les experts juridiques qui les entourent immédiatement. Ensuite, il y a évidemment l'entourage, je dirais, de deuxième zone, les guichets d'économie locale. Il y a le CED, le Centre pour entreprises en difficulté au sein de la Chambre de commerce. Lise n'a pas encore fait cette démarche. Ce qu'elle demande aujourd'hui, ce sont des perspectives pour mener à bien son rêve de restaurant littéraire dans lequel elle a beaucoup investi. On est coincé parce que si on arrête, on perd tout ce qu'on a mis dedans. Et donc, on se retrouve avec plus rien du tout. Et donc, c'est une situation complètement insoluble, en fait. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on doit arrêter. On ne sait pas où est la limite, jusqu'où on peut aller. Si en mars, l'activité ne peut reprendre, le restaurant devra déposer le bilan, la fin d'une histoire dont seules les premières lignes ont pu être écrites. Alors, Yvan Vandenberg, on a vu que le centre-ville, là, ça va mal.
connaissez bien ce quartier. Oui. Comment ça se passe dans le centre? Il y a deux choses. D'une part, il n'y a plus de touristes du tout. Et le centre-ville est évidemment le lieu des touristes. Et donc les commerces se sont ouverts en fonction des touristes. La rue de l'Étuve, pour ne citer que celle-là, elle est déserte. Il n'y a plus un seul touriste. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un très grand nombre d'oreca dans le centre-ville. Vous savez, dans une rue, un commerce sur deux est un oreca avec un volet baissé. Et donc les autres commerces qui ont le droit d'être ouverts et qui sont ouverts, voient peu de clients dans la rue. Certains disant, c'est comme ça, on va fermer, mais alors ils n'ont pas droit à une indemnité puisqu'ils ont le droit d'être ouverts. Donc la situation pour les commerçants en centre-ville est vraiment, je peux dire, dramatique. Aussi les théâtres, les cinémas, l'opéra, tout ça est fermé. Donc on peut vraiment dire, pour y habiter, c'est vraiment une ville fantôme, c'est le désert, quoi. Je suppose que Bianca Debaets ne dira pas le contraire, elle qui est aussi à la ville de Bruxelles. Alors Bianca Debaets, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les autorités de la ville et de la région doivent faire? Je pense que quand je regarde le plan de relance, on peut résumer par 3 mots. C'est trop lent, trop peu et trop tard. Et je m'explique. La Flandre et la Wallonie ont été très rapides à attribuer les primes. Au moment où les commerçants recevaient déjà les primes, le gouvernement bruxellois était encore en train de réfléchir au montant. Alors qu'en temps de crise, la rapidité, c'est important. Il y a des pères et des mères de famille qui se demandent comment ils vont survivre à la fin du mois. Nous venons d'écouter le témoignage. 2, je pense qu'il n'y a pas eu ou pas assez de concertation avec le terrain. Quand nous étions en train de débattre au Parlement le plan de relance, les partenaires sociaux témoignaient qu'ils n'avaient pas avoir été entendus par le gouvernement. Je ne comprends pas. Et troisièmement, ce que j'ai vraiment pas compris du tout, je trouvais ça d'une arrogance extrême, c'est que quand un journaliste a demandé au ministre-président quelle est votre réponse au fait que votre gouvernement et vous-même soient si peu populaires auprès des entrepreneurs, des commerçants, il a répondu « ça me fait ni chaud ni froid ». Je ne peux pas comprendre une telle attitude parce que derrière ces chiffres, il y a des gens. Il y a des gens qui ont économisé pendant des années pour ouvrir un commerce comme madame qu'on vient d'écouter et qui maintenant voient que leur rêve s'envole. Et troisième remarque, c'était une cacophonie totale à Bruxelles. Il n'y avait pas de concertation entre les régions et les communes et donc les gens ne comprenaient plus. Dans une commune, par exemple, à la ville de Bruxelles, il y a des chèques cadeaux, mais ce chèque cadeau n'est pas valable 2 rues plus loin dans une autre commune. Et quatrième point, comme vous avez bien dit, dans la zone UNESCO, donc autour de la Grande Place, là, il n'y a pas d'aide du tout. C'est des gens qui vivent uniquement par les touristes, mais les touristes ne sont pas là, comme M. Vandenberg vient d'expliquer. Donc je pense qu'il est vraiment grand temps de démarrer et de mettre une vitesse au-dessus, parce que sinon, il y a des drames humains qui vont se passer. Alors, John Pitzey, trop peu, trop tard? Je ne sais pas si c'est trop peu, je ne sais pas si c'est trop tard. Alors, moi, je crois que c'est important de travailler en concertation avec les acteurs de terrain. Je crois que c'est ce que on l'a pas assez fait ou on l'a fait? Je crois qu'on l'a fait. Il y a une task force économique avec Bru Partners qui fonctionne. Il y a un centre des entreprises en difficulté qui fonctionne. Et ici, là, sur ce plateau, j'en discutais il y a 1 ou 2 semaines avec un représentant de Bessie et il n'en disconvenait pas qu'il y avait un dialogue suivi, un dialogue constant entre le gouvernement bruxellois et Bessie, via Bessie et avec les entreprises. Quant à savoir comment est-ce qu'on aide les entreprises en difficulté, il y a Hub, bien sûr, qui a une division partenariats locaux et de nombreux contacts avec les associations de commerçants locaux. Et puis, dans la manière dont les mesures ont été prises, elles ont toujours été prises en essayant de demander aux acteurs quels sont leurs besoins réels, par essai, parfois par essai-erreur, parfois par adaptation. Oui, ici, ça va faire 1 an, donc normalement, on doit le savoir comment on doit faire. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre le problème du centre? Mais il y a tout de même pas mal de mesures qui ont été prises depuis 1 an. Il y a quand même une volée de primes qui ont été accordées. Il y a des systèmes de prêts, le prêt proxy, par exemple, qui a été mis en place. Mais ça ne concerne pas énormément de commerçants. Quand on prend l'exemple du centre, le prêt Horeca, ils n'ont plus d'aide. Depuis le 1er décembre, s'ils n'ouvrent pas, ils n'ont plus d'aide, mais s'ils ouvrent, ils n'ont pas de clients. Alors comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là? Je comprends bien que pour certains commerçants, les aides fonctionnent bien, mais il y en a pour qui ça ne fonctionne pas bien. Mais alors, donc, je parlais du prêt proxy. Il y a 2 autres prêts qui ont été décidés il y a
il y a de nouveau quelques semaines, des prêts Horeca. Quand je dis Horeca, c'est à la fois destiné à l'Horeca et au secteur événementiel au sens large, qui sont des prêts qui peuvent aller jusqu'à 600 000 €. Donc on leur prête de l'argent, mais on ne les indemnise pas. Mais on ne les indemnise pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne les indemnise pas ? Mais tout simplement parce qu'il y a déjà des sommes considérables qui ont été dépensées, plusieurs centaines de millions qui ont été dépensés pour essayer de soutenir l'activité économique, et que ceux et celles parfois de l'opposition qui nous disent qu'il faudrait plus sont aussi les premiers à nous dire que le déficit à Bruxelles est excessif. Alors, de nouveau, c'est ce que je disais il y a quelques jours ici sur ce plateau, dites-nous comment il est possible à la fois de dépenser moins et de dépenser plus. C'est une contradiction dans les termes, quoi. Et pour répondre encore plus complètement à votre question, de manière franche, est-ce qu'on va résoudre, là, maintenant, les problèmes de tous les commerçants ? Ce n'est peut-être pas ce qui est marqué sur ma fiche, mais je vais devoir vous dire non. Non, dans les 2 semaines, on ne va pas résoudre tous les problèmes de tous les commerçants. Si je viens sur ce plateau pour dire on est face à ce qui devient la crise économique la plus importante depuis 60 et 70 ans, c'est malhonnête de venir dans le centre de la ville, c'est malhonnête de venir sur ce plateau et de dire non, il n'y aura pas de faillite, non, il n'y aura pas de perte d'emploi, et oui, on trouvera une solution clé sur pote sur tout le monde. C'est de la malhonnêteté. Vanessa Lullier, vous qui avez rencontré cette restauratrice, qu'est-ce qu'elle pourrait se dire en écoutant la franchise de John Pizzace ? On ne va pas pouvoir aider tout le monde. Mais on ne va pas pouvoir résoudre tous les problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir aider tout le monde, mais dans la mesure où c'est possible. Ce qu'elle disait, en tout cas, c'était qu'elle avait un peu l'impression à un moment donné que c'était bien d'avoir ces prêts, mais qu'en fait ça ne servait à rien parce que c'était simplement reculer pour mieux sauter. Et que donc elle avait l'impression qu'on la maintenait un peu dans une vie artificielle, et que de toute façon, à un moment donné, elle me disait, si en mars je ne peux pas rouvrir, je vais devoir mettre la clé sous la porte. Ça, c'est quelqu'un qui a commencé malheureusement juste avant le Covid. Mais après, c'est prêt, c'est toujours la même chose. On fait une avance de trésorerie, c'est bien, mais on recule le problème. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la lenteur, elle a été là parce que la région bruxelloise a quand même été une des dernières à mettre la plateforme pour la demande de primes, en tout cas pour le 2e confinement. Ça a été la dernière à la mettre en ligne. C'est très tard. Et encore, on ne sait pas exactement qui va pouvoir toucher quoi. Ça sera par rapport à leur budget. John Pizzace, je voudrais qu'on écoute encore un petit mot d'Ivan Vandenberg, un petit mot de Bianca, et puis débattre, et je vous laisserai conclure. Trop tard, à 2 pas de Manneken-Pis, il y a le cercle des voyageurs, vous voyez probablement l'endroit, il a déposé son bilan, il est en faillite. C'est trop tard, on ne peut plus le sauver, c'est fini. Donc je crois qu'effectivement, c'est quand même trop tard. Et peut-être alors pas assez spécifique non plus, mais voilà. Bianca de Batz, rapidement, succinctement. Oui, écoutez, il y a un chiffre qui parle pour soi. Quand on regarde le budget qui a été consacré au plan de relance, en Flandre, c'est 10% du budget annuel global. À Bruxelles, c'est 2%. Mais je suis aussi d'accord avec John et les autres collègues sur le plateau que le politique ne peut pas tout résoudre. Je pense que nous tous, en citoyens, nous avons aussi une responsabilité. J'admire énormément la créativité de beaucoup de commerçants qui organisent des take-away, de crowdfunding. Mais je pense aussi que nous tous, on doit par exemple terminer d'acheter sur des Amazon, Alibaba, qu'on doit privilégier le commerce local. Emporter un café, un spaghetti, ça ne coûte pas énormément. Acheter des chaussures chez le commerce local et pas chez Amazon, c'est des choses aussi qui peuvent aider le commerce commercial. Et donc, je pense que c'est et politique et citoyens ensemble qui peuvent quand même soutenir le commerce qui en a énormément besoin. La solidarité, c'est une option, John Pizzace ? Oui, bien sûr, c'est une option. Mais si je vous dis c'est une option, je n'ai pas envie de me défausser, bien sûr, c'est une option, mais de la même manière que Bianca de Batz a la charité de dire que le politique ne peut pas tout, en appeler à la solidarité, ça ne veut pas dire que le politique ne peut rien. Et bien entendu, ces situations qui sont vécues au centre, et peut-être, et dans une moindre mesure, dans la première couronne et plus à l'extérieur de la ville, mais qui sont des situations, bien entendu, qui sont aussi, parfois, difficiles et tragiques, particulièrement pour l'Horeca, particulièrement pour le domaine culturel. Je crois qu'il faut continuer à agir, mais à cet égard, il faut comprendre qu'on est devant un paradoxe. On doit jouer sur ce paradoxe. Agir trop tôt, ça peut donner l'impression qu'on agit trop tôt et qu'on met sous perfusion, comme vous le dites, des personnes qui se disent « c'est bien, on me donne de l'argent maintenant », mais qu'est-ce qui va venir plus tard ? Et qu'est-ce que font ces personnes ? Elles épargnent. Et les mêmes qui
plus au centre ou plus au centre droit disent donner trop tôt, ça renforce l'épargne mais pas forcément la relance, disent aussi qu'il faut donner plus tôt justement pour soutenir les personnes. Et en même temps, elles ont besoin de cet argent, elles en ont besoin. Et agir plus tard, on risque bien entendu de dire c'est trop tard, et c'est pourtant dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, idéalement qu'il va falloir de nouveau se doter de nouveaux outils d'action économique. Je vais vous couper. C'est un discours d'économiste que je peux tout à fait entendre, mais c'est vrai qu'il y a une réalité aussi dont il faudrait tenir compte. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Je vous propose à présent notre tête d'affiche, notre rubrique tête d'affiche, une galerie de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous de choisir celui qui vous inspire en bien ou en mal. Et je vais commencer par Bianca Debatz, qui est donc à distance, je le rappelle, parce qu'elle est en quarantaine. Je commence par Riyad Mehri, le champion du monde bruxellois de boxe sur tapis vert, mais bon, champion du monde quand même. Aung San Suu Kyi, le prix Nobel de la paix destitué par les militaires séditieux du Myanmar. Marilyn Manson, le chanteur accusé d'agression sexuelle. Ou encore Jeff Bezos, qui quitte la direction d'Amazon. Alors, qui choisissez-vous ? Riyad Mehri, Aung San Suu Kyi, Marilyn Manson ou Jeff Bezos? Ça, c'est un choix difficile, mais peut-être choisir la femme dans cette galerie de 4 personnalités. Aung San Suu Kyi. Oui, et vous avez quelque chose à dire sur elle de particulier, en dehors de choisir la femme parmi ces 4 personnalités? Mais écoutez, c'est un pays que je ne connais pas énormément, mais j'ai quand même cru comprendre qu'elle a essayé d'apporter quand même une touche de modernité. Elle est devenue très populaire aussi parce qu'elle est la fille de son père qui a lancé l'indépendance. Je regrette bien sûr le coup d'État que nous avons vu et suivi par les réseaux sociaux. Bien souvent, sont les femmes, ça je tiens quand même à dire, qui sont à la base de renouvellement, aussi de processus de paix. C'est sûrement pas la seule, mais je trouve que que ce soit des femmes ou des hommes qui lancent des débats de paix, de démocratisation dans des pays différents, je pense qu'on doit tous les soutenir. John Pitzey, je vous en propose 4 autres. Tout d'abord, Pierre van der Hagen, chercheur bruxellois, distingué par le prix Géneret. Le voilà. Ou Jackie Moral, l'ancien dirigeant écolo qui donne son nom au centre d'études du parti, ça c'est un cadeau. Marjorie Taylor Greene, la première députée trumpiste et quanon de la Chambre des représentants américaine. Ou encore Mati Monjib, militant universitaire marocain emprisonné dans son pays. Alors qui choisissez-vous? Le chercheur, l'ancien patron d'écolo, la députée américaine ou le prof d'UNIF emprisonné? Vous me donnez peu le choix. Et donc je vais saisir la paire, je vais prendre Jackie Moral, mais tout simplement pour rappeler le contexte. Il y a quelques jours, Écolo a lancé a communiqué sur la création de son nouveau centre d'études. C'est un centre d'études qui je crois que l'objectif de ce centre d'études, c'est d'investir tous les domaines de l'action publique. C'est un centre d'études qui est rajeuni. C'est un centre d'études qui est paritaire. C'est un centre d'études qui sera en contact constant avec le centre de prospective d'Écolo, qui est Etopia. Donc c'est un centre d'études qui ne va pas juste faire de la communication, de l'accompagnement. Pourquoi choisir le nom d'un président de parti qui n'a jamais été ministre? Eh bien, parce que Jackie Moral, c'était peut-être un peu tout ça, c'est-à-dire insister sur le fait qu'Écolo est un parti généraliste, insister sur le fait qu'Écolo n'est pas seulement un parti mouvement, mais un parti politique qui s'ancre, fût-ce pour les dépasser en parti, qui s'ancre dans les clivages existants, et un parti qui ne veut pas avoir à choisir entre, d'une part, la volonté de participer au pouvoir, et d'autre part, la volonté de continuer à mettre sur le débat public de nouvelles idées, de nouveaux sujets et de nouveaux thèmes. Alors je vous propose 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi, laquelle vous a énervé, et c'est vous, John Pitzey, qui allez nous dire votre choix dès le départ. Tournée minérale en février, passe-droit pour le roi à l'Île-Dieu, pour sa résidence, les guichets de gare supprimés par la SNCB, la relance via le palais de justice et le cinquantenaire seulement, ça c'est pour le plan de relance, ou des croix gammées sur la maison du Premier ministre. Qu'est-ce qui vous a particulièrement ravi ou énervé? Mais peut-être les croix gammées sur la maison du Premier ministre, en fait.
parce que, en fait, ça n'a pas fait la première page des journaux. Je trouve ça absolument pas normal. Ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. Bien sûr, tout le monde s'indigne, personne n'est d'accord. Mais que sur la maison, qu'un Premier ministre se fasse housse-pied, qu'il se fasse critiquer, qu'il se fasse caricaturer, ça, c'est de l'ordre des choses. Que des gens mettent des croix gammées sur la maison du Premier ministre, ce n'est pas du tout anodin, ce n'est pas du tout banal, c'est absolument choquant, ça ne doit pas seulement être condamné, il faut qu'on se rende compte que ce n'est pas quelque chose de normal, ni statistiquement, ni moralement, ni politiquement, ni à quelque égard que ce soit. Vous l'avez dit. Et vous, Bianca de Batz, parmi ces 5 infos, laquelle vous paraît intéressante à commenter? J'aurais choisi le même thème en fait, mais comme John l'a pris, je vais bien sûr choisir un autre sujet. Je prends alors la tournée minérale. Je pense que c'est une façon ludique aussi de dire que voilà, il y a d'autres alternatives à l'alcool, que de plus en plus de gens aussi, je pense, sont conscients que la santé est extrêmement importante pour le bien-être physique, mais aussi le bien-être moral, et que c'est vrai qu'on vit dans une société où bien souvent, quand on va à une réception, on va au restaurant, pas maintenant bien sûr, mais en temps normaux, on est présenté de l'alcool, comme s'il n'y avait pas d'autre alternative. Et donc, je pense que la tournée minérale, c'est une façon ludique de dire, voilà, il n'y a rien de mal à prendre un verre d'alcool de temps en temps, au contraire, mais qu'il y a plein d'alternatives non alcoolisées qui sont importantes, et surtout faire le lien aussi avec la sécurité routière, comme je suis toujours ancienne secrétaire d'État. La sécurité routière, c'est que le message aussi, quand on prend le volant, on ne consomme pas d'alcool. Et donc, tournée minérale, j'espère que ça va aussi contribuer à ce message-là. À votre santé, Bianca de Batz, vous voyez, nous, on boit de l'eau sur le plateau, et vous aussi. Alors, notre rubrique, toutes les semaines, c'est le clin d'œil de Coucou Charles, un graphiste qui nous fait un dessin un peu particulier. Il s'est intéressé aux tunnelisables, on en avait déjà parlé. Je ne sais pas si vous connaissez le mont Rushmore aux États-Unis, avec ses grands présidents. Et là, on a fait un mont Rushmore avec les 15 candidates. J'ai d'ailleurs en profité pour vous demander quel est votre préféré, John Pitzer, parmi les 15 candidates à ce futur tunnel quelque chose. Quel est le meilleur nom, selon vous, qui doit remplacer Léopold II? Eh bien, honnêtement, je ne sais pas. J'aurais dit, à titre personnel, j'aurais dit Rosa Parks. Mais je crois que vous l'avez dit, à titre personnel. Oui, mais à titre personnel, parce que je crois que ce qui est important... Moi, je suis vraiment curieux de voir ce que les Bruxellois vont dire. D'ailleurs, on peut voter sur le site de BX1 pour déterminer le nom féminin du tunnel. Et bien, Bianca de Batz, vous, est-ce que vous avez une favorite? Oui, mais je suis fan aussi de Rosa Parks, mais parce que c'est une femme et parce qu'elle a énormément de mérite, bien sûr. Mais c'est pas à nous de choisir, justement. Je pense que c'est ça qui est important. Moi, je croyais que vous alliez parler d'Antoinette Spaak. Participation citoyenne. Ce n'est pas le politique qui doit l'imposer. C'est justement les Bruxellois, la population. Donc, je suis curieuse de savoir qui va l'emporter. Mais je serais très contente, je le dirais comme ça, si c'est le nom d'une femme. Et en tout cas, ce qui est bien plus important, je pense que le nom... C'est d'office le nom d'une femme. Oui, c'est le nom d'une femme. Yvan Vandenberg. Moi, je ne peux pas me taire par rapport à Aung San Suu Kyi, qui, bien sûr, fut une héroïne, elle a eu le prix Nobel et tout. Aujourd'hui, elle a laissé massacrer 750 000 musulmans, Rohingyas. Et je pense que autant on avait du respect pour elle, autant aujourd'hui, moi, excusez-moi, je ne peux pas me joindre à ces compliments. La bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas dans les 15 noms sélectionnés pour le tunnel Léopold II. D'accord. Alors chaque semaine, je me suis dit, est-ce que j'ai fait quelque chose? Chaque semaine, les sans-papiers se rappellent au bon souvenir des autorités en se proposant pour compléter les équipes de soignants, en réquisitionnant des bâtiments inoccupés, ou encore, comme depuis lundi, en occupant une église. Reportage Laure Van der Maal et Thierry Dubocquet. Ils s'appellent Mehdi, Tariq ou encore Nadia. Ils viennent du Maroc, d'Égypte, du Pakistan ou de l'Afghanistan. Tous ont des parcours de vie différents. Farida, elle est née à Ixelles. Toute sa famille est régularisée, sauf elle. Parce que moi, au Maroc, j'ai personne. Toute ma famille est ici, mais j'ai personne. J'avais ma grand-mère qui a eu sa pension. Elle est descendue vivre au Maroc. Elle est décédée, c'était la seule que j'avais là. Mais là, j'ai personne. J'ai pas où aller là au Maroc, j'ai personne. J'ai à peine mon fils, qui va aussi vivre ici. La plupart d'entre eux ont un logement, parfois même un travail, mais pas de papier. Mehdi est en Belgique depuis 11 ans. On est payé 3 € à 4 € l'heure, parfois 20 € la journée ou 30 € la journée. C'est incroyable. On est vraiment exploité par les patrons.
Il y a des patrons qui ne te payent pas. C'est vraiment catastrophique. On a parlé, on a fait des efforts pour l'intégration avec les citoyens belges. On ne vient pas ici pour loger, mais on vient ici pour être entendu. Pour le secrétaire d'État à l'asile et la migration, Samy me dit occuper une église n'est pas la bonne solution pour obtenir gain de cause. Il n'y aura pas de régularisation collective et donc je préfère être franc et clair par rapport à ces demandes-là et il n'y en aura pas. Ce qu'on fait, c'est de régulariser de manière individuelle pour des cas particuliers et exceptionnels. Les sans-papiers invitent le secrétaire d'État à venir écouter leur histoire, voir la réalité de leur situation, ce à quoi il a répondu être ouvert à tout échange, mais sans donner de faux espoirs de régularisation collective. En attendant, les 200 sans-papiers du béguinage sont déterminés à y rester jusqu'à ce que leur dignité soit retrouvée. Alors que pense le chef de groupe écolo au Parlement bruxellois? Pas de régularisation totale pour ces sans-papiers, a dit le secrétaire d'État. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? J'entends Samy Madi qui dit que investir cette église, ce n'est pas la solution. Mais j'aimerais bien lui retourner la question, c'est quoi la solution pour ces gens s'ils veulent avoir un statut un jour? Rester là et ne rien faire. Le même secrétaire d'État dit que c'est du chantage d'occuper cette église. Comme si c'était des maîtres chanteurs, comme si c'était des criminels. Mais ce ne sont pas des criminels, ce ne sont pas des maîtres chanteurs, ce sont des personnes qui sont dans une situation extrêmement difficile, surtout pendant cette crise sanitaire, une situation difficile d'un point de vue social, d'un point de vue familial, d'un point de vue financier, et au niveau de leur statut. Être un sans-papier aujourd'hui, ce n'est pas être un criminel, c'est être quelqu'un qui n'a pas de statut dans la société dans laquelle on se trouve. Imaginez-vous, vous promenez dans la rue, vous allez dans un magasin, vous cherchez de l'emploi, vous voulez faire quelque chose et vous n'existez pas au regard de la sécurité sociale, au regard des CPS, au regard de la justice, D'accord, etc. mais faut-il les régulariser tous? C'est ça la question. Ah, mais je ne sais pas s'il faut les régulariser tous, mais moi j'aimerais bien qu'on se raconte l'histoire réelle de ce qui se passe avec ces personnes. Ces personnes, elles viennent pour construire une vie, pour se construire une vie. Mais vous ne répondez pas à ma question. Oui, mais j'aimerais bien... Oui, ça c'est vrai ce que vous dites, mais c'est pas une réponse à une question. Je vais y répondre, mais j'aimerais bien pouvoir dire ce qui se passe là, ce qu'ils demandent. Ce qu'ils demandent, c'est d'avoir le droit d'avoir un travail. Pourquoi ils demandent d'avoir le droit d'avoir un travail? Pas avoir un travail, le droit d'avoir un travail, parce qu'ils sont dans une situation impossible. Pour avoir un titre de séjour, il faut montrer qu'on contribue à la société, et pour montrer qu'on contribue à la société, donc avoir donc il faut tous les régulariser, ce serait plus simple. Si je vais au bout de votre idée. Je crois qu'une bonne manière de prendre les choses, c'est déjà de faciliter l'octroi d'un permis de travail. Normalement, c'est dans les mains du fédéral. Le fédéral ne veut pas le faire. Je crois que c'est une bonne chose que la région, et donc là je suis parlementaire régional, que la région, et là je réponds à votre question, mais c'était nécessaire d'introduire un peu les choses pour les coups, que la région, que la région facilite l'accès, par exemple caractérise permettre que des sans-papiers puissent être inscrits comme demandeurs d'emploi, par exemple. Et que le ministre de l'Emploi facilite l'accès à un permis de travail, par exemple, dans les compétences qui sont les siennes. Il n'a pas toutes les compétences, mais que la région nous dote davantage d'outils pour faciliter les demandes de ces personnes. Bien qu'à de base, de votre côté, est-ce que la région peut suppléer le fédéral? Et puis le secrétaire d'État m'a dit il est CDNV comme vous. Donc je suppose que vous avez le même avis que lui. Je partage tout à fait son avis. Bien sûr, la solution, ce n'est pas d'investir massivement les lieux de culte, mais c'est de suivre les dispositifs, les procédures qui existent. Et si, après une longue période, une mûre réflexion faite par les administrations, on décide de ne pas octroyer le permis de séjour, c'est que toutes les conditions n'étaient pas remplies. Je veux dire, ce n'est pas plus difficile que ça. Et donc, je pense que c'est effectivement... Est-ce qu'on peut appeler ça une forme de chantage? Oui, quelque part, mais en tout cas, ce n'est pas la solution. Chaque dossier est analysé cas par cas, ça prend des mois, souvent des années, et donc je répète, si les conditions ne sont pas remplies, on ne peut pas octroyer le permis de séjour. Je crois que c'est clair, effectivement, je donne tout à fait raison à mon collègue. D'accord, mais sur Bruxelles, l'idée de John Pitsays de permettre aux sans-papiers d'avoir le droit de travailler à Bruxelles.
Ça, c'est un débat, je pense qu'il faut effectivement entamer avec le fédéral, mais je pense que plus important encore, ou en tout cas peut-être encore plus précaire, c'est de prévoir des centres d'abri. Et déjà là, Bruxelles fait des efforts, c'est vrai, mais pas suffisamment, puisque j'habite entre la gare du Nord et le parc Maximilien, disons le quartier du Canal, et je vois encore tous les jours des gens qui dorment dans la rue. Alors qu'on commence, moi je pense que le fédéral n'a peut-être pas beaucoup de leçons à recevoir, que Bruxelles commence déjà par mettre en place assez de lieux d'hébergement. Et est-ce qu'il faut donner aussi temporairement un permis de travail? Ça, je pense que c'est une discussion, on peut être ouvert à ça, oui, mais ce n'est pas uniquement la région bruxelloise, je crois, qui pourra le décider. Ce sera ensemble avec le fédéral. Et en tout cas, ce ne sera pas une garantie d'octroyer collectivement un permis de séjour. J'entends que vous n'êtes pas défavorable au permis de travail, c'est intéressant. Et au niveau fédéral, il me semblait qu'Écolo était au gouvernement. Oui, bien sûr, mais donc ce n'est pas dans l'accord de gouvernement, on est bien d'accord. Voilà. Mais écoutez... Non, mais voilà, vous avez répondu. Ce n'est pas dans l'accord de gouvernement, mais ça n'empêche pas de faire de la politique au niveau fédéral comme au niveau régional. Alors, Yvan Van der Berg, rapidement, et puis Vanessa Lullier pour conclure. Oui. Écoutez, c'est un moment très favorable, en fait, pour tenter de régulariser ces situations. Ces gens ne font pas du chantage, ils se rendent visibles. Oui. Ils sont là, ils existent. Ils font de la politique. Alors, régulariser, vous voyez bien qu'on l'a fait au Portugal. Le Portugal a régularisé. C'est un bon moment de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a la crainte d'un appel d'air. Mais il n'y a pas d'appel d'air possible. Nos frontières sont fermées pour le moment. Donc c'est un très bon moment pour le faire. Alors la question, est-ce qu'il faut les régulariser tous? Quand on a fait une régularisation précédemment, il y a 30% des gens qui ont été régularisés. Donc ce n'est pas du tout l'invasion. Et dernière chose, il faut le faire pour eux, mais il faut le faire aussi pour nous. C'est des milliers de personnes dans la rue qui ne seront pas vaccinées, qui seront là, qui contamineront, etc. Donc c'est leur intérêt, c'est le nôtre aussi. Vanessa Lullier. Il y a aussi, comme vous l'avez dit, ça fait longtemps qu'il y a cette problématique de la reconnaissance des compétences et des diplômes étrangers aussi. Et pour ça, Bruxelles est compétent aussi en partie. Et ça n'a toujours pas été fait, c'est toujours très compliqué. Le fait, par exemple, qu'on en a parlé au début de la première vague, que des infirmières ou des médecins qui venaient d'hors Union européenne n'ont pas pu donner un coup de main alors qu'ils voulaient, simplement parce que leur diplôme n'est pas reconnu. Et parce qu'ils n'ont pas de papier, donc, ça pose un vrai problème. Et là, la région peut faire quelque chose, je pense. Alors, des travaux, on en a partout à Bruxelles, et notamment en lien avec la mobilité, bien sûr. Le plus gros chantier pour une station STIB a enfin pris fin. C'est celui de la station de Brouckère, qui est entièrement rénovée. Le point avec Marie-Noël Dinan et Fred Dehaenaut. À la station de Brouckère, on voit désormais la vie en jaune. J'ai vu ça avant. Et après, c'est le meilleur. La couleur, surtout le jaune, c'est vraiment flashy comme ça. La couleur à la mode. Attirant, ça fait du bien. Le pavement, les murs. Accessibilité, de tous les côtés. Et oui, cette nouvelle entrée via la place de la Monnaie, l'une des nouveautés côté métro. L'autre point fort du projet, les économies d'énergie. C'est dans tous les domaines, que ce soit au moment de la démolition, le tri des déchets, le choix des éclairages, tout ça, c'est basse énergie. Donc, une des options, c'était avoir de la lumière naturelle au niveau d'une dalle mésaline qui était forcément enterrée. Et donc, on a essayé de rendre avec la lumière zénitale jusqu'au niveau du quai. De quoi renforcer le sentiment de sécurité dans cette station où un parking vélo de 432 places est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Un parking qui, contrairement aux apparences, a vu sa fréquentation augmenter depuis sa création. Actuellement, aujourd'hui, sur les deux parkings donc de Brouckère et Bourse, on compte 600 abonnements uniquement pour ces parkings-là. Mais voilà, on a bon espoir. En tout cas, le vélo reste un moyen de déplacement privilégié, notamment durant cette période sanitaire. Donc du coup, on invite les cyclistes qui se rendent dans le centre ou qui ont besoin de se rendre dans le centre à venir utiliser nos infrastructures. Elles sont là, elles sont complètement sécurisées et il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Un nouveau système d'accès à ce parking vélo a en effet été mis en place suite aux problèmes de vandalisme connus par le passé. Avec l'achèvement des travaux de la station de métro de Brouckère, c'est la fin du plus gros chantier transport public mené par Bruxelles Mobilité ces 5 dernières années. Coût de l'opération, 17 millions d'euros. Alors, Yvan Van den Berg, vous avez suivi ce chantier, oui, d'un bout à l'autre. C'est ma station, donc ça a mis 5 ans pour être réalisé. Mais là, maintenant que c'est fait, franchement, ce jaune canari, c'est magnifique. On n'a même plus l'impression d'être dans une cave. C'est vraiment la station du futur et personnellement, je m'en réjouis beaucoup et on a bien fait de supporter les 5 ans de travaux.
Oui, Vanessa Lullier, on a eu raison d'attendre 5 ans comme ça. Le jeu en vaut la chandelle. Visiblement, en tout cas, on aura du soleil en prenant le métro dans les yeux, à défaut d'en avoir en vrai. Et puis, oui, certainement. Enfin, c'est le temps. Ça paraît très long, en tout cas, quand on est usager. Donc maintenant, si tout le monde est content du résultat, c'est le principal. Je pense qu'il y a encore d'autres stations à revoir, mais bon. Oui, mais c'est aussi peut-être tout l'espoir des futures stations de métro et de ce qu'elles vont devenir. Bianca de Batz, aussi un chantier dont vous êtes fière. Oui, tout à fait. Je partage l'enthousiasme des gens qu'on a entendus. C'est devenu propre, c'est beau, c'est agréable. Tout à fait, c'est un contraste énorme avec la situation qu'on a connue dans le passé. Un bémol quand même, et je déplore la faible accessibilité pour personnes à mobilité réduite. Il y a seulement un ascenseur du côté du tram en plus. Vous imaginez c'est vraiment une route de calvaire pour les gens qui ont une chaise roulante ou pour les mamans et papas qui ont une poussette. Et d'ailleurs, pas uniquement là, ça c'est quand même, moi, je pense, encore quelque chose qu'il faut absolument améliorer. C'est l'accessibilité pour personnes à mobilité réduite dans toutes les stations de métro. J'entends beaucoup le gouvernement parler de société inclusive. Malheureusement, dans les faits, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, John Pitzey, est-ce que l'écolo que vous êtes trouve que cette station de métro est réussie ? Un ouvrage n'est jamais parfait, mais enfin, c'est du bel ouvrage. Les quais sont élargis, la circulation est plus facile, il y a une voie d'accès en plus, je crois, vers la Monnaie, il y a des escaliers en plus, il y a des ascenseurs en plus. Les matériaux, en effet, sont conçus de telle sorte à ce que cette station dépense le moins d'énergie possible. Et puis, c'est toujours agréable d'être dans une station de métro où on a un peu de lumière naturelle. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle. Et vous avez dit que ça avait pris un peu de temps pour être achevé, mais enfin, sans que la continuité du service ne soit affectée. Souvent, dans ce genre d'ouvrage, on est obligé de fermer la station. Alors, en l'occurrence, on a pu quand même, pendant toutes ces années, prendre le métro à la station de Brouckère. En tout cas, entendre le chef de groupe écolo dire du bien du métro, moi je trouve que déjà rien que ça vaut la peine. Est-ce que vous pouvez répondre à ce que disait Bianca de Batz sur l'accessibilité pour les handicapés ? Est-ce que c'est vrai que c'est un problème dans la ville de manière générale ? Est-ce que là, est-ce qu'il ne faudrait pas encore faire un effort supplémentaire ? Oui, mais je crois que c'est quelque chose, c'est un aspect... C'est un aspect tenu à l'œil assez étroitement par Elke van den Braan quand on parle d'aménagement de l'espace urbain. Ce n'est pas seulement la question de la place des vélos dans la ville, même si c'est important, c'est le partage de l'espace public. Et le partage de l'espace public, c'est permettre que des personnes qui circulent à pied se sentent accueillies, que les personnes qui circulent en poussette se sentent accueillies, que les personnes à mobilité réduite se sentent accueillies. Là, par exemple, j'ai des enfants en bas âge, et bien c'est important, par exemple, que les espaces publics, qu'on n'ait pas, par exemple, des margelles de 30 ou de 40 cm lorsqu'on doit passer d'un trottoir à un espace piéton, que les endroits où on attend... Il y a encore des efforts à faire, et vous dites que le gouvernement y fait attention. Oh, mais oui, bien entendu. Bianca de Batz, je voulais encore rajouter un mot rapidement, et puis ce sera Yvan Roddenberry. Non, mais c'est des belles paroles, bien sûr. Je pense qu'on partage tous le même principe, seulement je constate que Elke van den Braan inaugure une station de métro en 2021 et qu'elle est à nouveau faiblement accessible pour personnes à mobilité réduite. Ça, malheureusement, c'est un constat. Yvan van den Berg. Un autre petit bémol, il n'y a pas de toilettes. Ou plus exactement, il y a des toilettes confiées à des privés. Et les toilettes, elles sont non seulement chères, 1 €, mais elles sont fermées. Donc il n'y a pas de toilettes. C'est vrai que le problème des toilettes en ville, ça reste un gros problème. Mais écoutez, moi je m'attendais, je savais qu'on avait parlé de ce sujet, vous l'avez dit, moi je m'attendais à rendre hommage au gouvernement précédent, en fait. Les travaux ont été lancés en 2017, et donc je me disais, mais John, sois charitable et dis à quel point quand même l'action publique c'est une continuité entre les gouvernements, c'est bien que ça a été lancé en 2017. Si on te dit que ça dure trop longtemps, dis mais écoute, ce n'est pas grave, des imprévus, ça existe, et donc ce n'est pas la responsabilité de la législature précédente. Moi, j'imagine que les plans ont déjà été conçus au moment où ces travaux ont été lancés. Donc c'est la faute à Pascal Smet, ce n'est pas la faute de Pascal Smet. Qui est toujours dans le gouvernement actuel. Alors on passe à présent au coup de cœur.
Vanessa, vous voulez nous parler de dinosaures? Oui, on va faire un bond dans le temps, mais un grand bond, un bond de dinosaures. En arrière. Et donc en arrière, tout à fait. Donc ce week-end démarre l'exposition Dino World à Brussels Expo. Et c'est la première fois depuis le mois de mars de l'année dernière que le public peut de nouveau se rendre au Palais du Heysel pour découvrir tous ces dinosaures. Alors c'est bien pour quelque chose, une activité en famille, ça change de voir leurs squelettes. Là, on les voit en vrai et ils bougent. Tant mieux. Et vous, Yvan, c'est pas l'époque des dinosaures qu'on va remonter, mais quand même un ancien bâtiment. Oui. Vous voulez nous parler? Oui, en fait, moi j'ai un coup de cœur pour les Halles Volta qui se situent derrière le cimetière d'Ixelles, donc en plein Ixelles, près de l'ULB. Et ces Halles Volta font l'objet pour le moment d'un projet organisé par des Bruxellois qui veulent racheter tout cela et faire de l'habitat groupé. Ils font aussi du travail, ils mettent aussi une crèche. Et vous avez la possibilité, si vous êtes intéressé, à y vivre, à y travailler ou à y devenir propriétaire, de vous renseigner, les Halles Volta, Ixelles, et puis vous avez toutes les informations que vous voulez sur ce très beau projet en pleine ville. Merci à tous les quatre. Je souhaite une bonne fin de quarantaine à Bianca Debatte qui reviendra bientôt dans les travées du Parlement bruxellois aux côtés de John Pitzeis. Et on se retrouve, on se retrouve la semaine prochaine pour encore les experts. Bon week-end.